Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes pas loin de Minsk au début du mois de juillet 1941. Ça fait environ 10 jours qu'Hitler a lancé ses forces contre le grand voisin soviétique, la fameuse opération Barbarossa. Devant ce déferlement considérable, très nombreux sont les civils qui ont fui le Troisième Reich et qui ont espéré que les troupes soviétiques pourraient mettre fin à cette avancée. Parmi tous ces civils, un jeune garçon, il a 16 ans, il s'appelle Salomon Perel, il est né dans une famille juive allemande en 1925. À la fin des années 30, sa famille s'est installée en Pologne pour essayer d'échapper au régime nazi et à sa politique ouvertement antisémite, bien sûr. En septembre 39, lorsque la Pologne a donc été envahie de tous côtés, d'un côté par l'Allemagne, de l'autre par l'Union soviétique, sa famille a conseillé à Salomon de fuir du côté soviétique pour essayer de quitter les ghettos qui allaient se mettre en place, et désormais le voilà qui donc fuit de nouveau l'armée allemande au déclenchement de cette opération Barbarossa. Vous voyez un peu la difficulté considérable de ces populations et ce gamin complètement ballotté. Il le sait, Salomon, l'armée du Troisième Reich est là sur ses talons, pas loin derrière. Il arrive dans un petit village, on est donc aux alentours de Minsk, et là, il aperçoit des officiers soviétiques qui sont penchés sur des cartes. Ils n'ont pas l'air, ils ont l'air plutôt déboussolés. Au même moment, Salomon entend des obus, des rafales. Ça se rapproche, là, ça devient vraiment très, très imminent. Salomon ne sait vraiment plus quoi faire. Il décide de se cacher dans une grange. Il se débarrasse de ses papiers d'identité et quelques heures plus tard, eh bien, ça y est, les Allemands sont là. Ils sont partout dans le village. Ils hurlent, vous imaginez bien. Et pour s'assurer qu'aucun soldat soviétique ne se cache parmi la population, ils organisent une sorte de rassemblement et ils vont contrôler tous les gens qui sont là. Salomon se retrouve donc dans une file qui arrive devant un petit bureau, et derrière le bureau, il y a deux hommes. Ça dure longtemps, la file est considérable, alors on attend, on avance comme ça dure 3 heures, et puis ça y est, c'est son tour. Son cœur bat la chamade, il est là devant cet Allemand, il est fouillé, on lui demande ses papiers, le garçon dit « mais j'ai perdu mes papiers », il déclare être allemand, il est pupille de la nation, dit-il. Les Russes l'ont emprisonné, ils voulaient faire de lui un bon petit soviétique. Eh bien, incroyable mais vrai, les soldats qui sont là derrière la table le croient. Le garçon, c'est vrai, parle parfaitement allemand, sans accent, son physique est tout à fait conforme aux théories raciales nazies. Bref, on lui demande simplement de se mettre sur le côté, et voilà que quelques temps plus tard, on lui donne un uniforme militaire. Et maintenant, Salomon est soldat de la Wehrmacht. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, il n'a pas d'entraînement militaire, on ne va pas lui donner d'armes à ce jeune garçon dont on voit bien qu'il ça sera pas un soldat efficace. Mais en revanche, comme il parle bien l'allemand, le russe et le polonais, il pourrait devenir traducteur. Salomon a vite fait de s'inventer une nouvelle identité. Il dit qu'il s'appelle Joseph Periel. C'est fini de Salomon, bien sûr, inutile de vous dire. Maintenant, il va pouvoir utiliser cette nouvelle identité, cette histoire d'orphelin allemand perdu sur le front russe. Il faut faire très attention, le moindre faux pas peut être fatal. Désormais, il a une obsession, c'est se rapprocher du front et essayer, évidemment, de passer de l'autre côté, de rejoindre les troupes soviétiques. Seulement, malgré lui, eh bien, comme c'est un jeune garçon plutôt sympathique, il devient la mascotte du régiment. Tous les soldats le trouvent sympathique, en plus c'est un très bon traducteur, il fait un bon travail, les officiers l'invitent à déjeuner, et puis son histoire les touche, ce pauvre Allemand comme ça, perdu parmi les soviétiques, vous imaginez, on voit à travers lui, pour les officiers qui sont là, ils voient leurs propres enfants, la raison de leur combat. Un officier va même lui proposer de l'adopter. À la fin du mois de juillet, une moto vient le chercher parce qu'on a besoin de lui pour une mission, mais alors là, très spéciale. On vient de capturer une personnalité importante puisqu'il s'agit du propre fils de Staline, vous imaginez. Et voilà donc Salomon, je devrais dire Joseph plus exactement, va servir d'interprète dans l'interrogatoire de ce prisonnier de très haut vol. On connaît cette histoire par l'autobiographie, bien sûr, qu'a par la suite écrite Salomon Perel, qui se surnomme Sali Perel dans son ouvrage qui s'appelle Europa, Europa. Il raconte « Une moto vint me chercher.
Après avoir roulé quelques kilomètres, nous arrivâmes à l'endroit où était détenu l'officier russe. C'était une chaumière abandonnée. Les gardes désignèrent un dégradé et les officiers allemands s'approchèrent du prisonnier et commencèrent immédiatement l'interrogatoire. Dès le premier stade de l'enquête, l'identité de l'homme devint évidente. Il s'agissait de l'officier d'artillerie Yakov Djougashvili, donc du fils de Staline. Il se retrouvait prisonnier pendant que son prestigieux père organisait à la hâte la défense de Moscou. Et c'est donc Salomon ou Joseph, comme vous voudrez, qui sert de traducteur, tandis que les officiers allemands, évidemment, multiplient les questions. Yakov refuse de donner le moindre renseignement, et après 1 heure, on met fin à l'entretien. En sortant, Salomon lui souhaite bon courage. Les mois suivants voient le ralentissement de l'armée allemande. Ça fait 8 mois que Salomon, maintenant, partage le quotidien de ses soldats allemands, lorsque, d'un seul coup, son régiment reçoit l'ordre de se diriger vers Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg, une ville que la Wehrmacht doit prendre absolument. Salomon, que tout le monde surnomme Yop dans le régiment. Yop est considéré comme le plus jeune soldat de l'armée. Il a 16 ans, faut vous dire encore une fois. Sur la route de Leningrad, un officier allemand reçoit l'ordre de le muter en Allemagne. Le voilà qui va être affecté à une nouvelle école. Il fait demi-tour, direction l'école des cadres de la jeunesse hitlérienne. Vous écoutez Radio Classique. Alors, ça y est, Salomon est donc en route vers l'Allemagne et il s'apprête à entrer vraiment au cœur même du système nazi. Il va devoir, bien sûr, plus que jamais, cacher ses origines juives, cacher sa judéité. Il est là, au cœur de ces jeunesses hitlériennes, dans cette école qui a pour but de former l'élite nazie. Salomon se souvient des derniers mots que sa mère lui avait dit quand il avait fui le ghetto. « Tu dois vivre, Sally », lui avait-elle dit. « Tu dois vivre !» Et il décide de rester fidèle à cette injonction. Il est évident qu'il n'a aucune intention de révéler ses origines, bien sûr. Cette nouvelle école se trouve à l'est de Hanovre, à Brunswick. En arrivant, Salomon présente des lettres de recommandation. Évidemment, il a tellement d'amis sur le front russe, vous imaginez, il est accueilli comme une sorte de petit héros dans cette nouvelle école. Tous les garçons qui sont là rêvent d'aller se battre au front, sauf que Salomon, lui, il en revient, vous imaginez. Alors, Salomon, on va l'appeler Joseph, parce que sinon, ça paraît un peu extravagant. Et bien sûr, on l'abreuve de questions sur le front, sur les combats. Tous les jeunes de l'école savent, évidemment, qu'il s'agit d'une sorte de modèle, un exemple pour eux. Et Salomon va s'intégrer. Il fait face à pas mal de difficultés pour cacher ses origines, bien entendu. Les élèves constamment lui demandent d'où il vient et il faut faire très attention à pas se contredire, à pas se couper. Vous savez, il faut inventer une histoire qui ait l'air le plus cohérente possible. Salomon, évidemment, doit aussi cacher sa circoncision, ce qui n'est pas très facile dans le cadre de ces écoles, là, avec les vestiaires publics et les douches. Bref, Sally Perel écrit « Salomon, devenu Yop, le soldat victorieux, et à présent Joseph de la jeunesse hitlérienne, avait trouvé un camouflage idéal et y vivait en toute sécurité. Mais jusqu'à quand était-il possible de vivre ainsi indéfiniment avec une identité d'emprunt, sans papier d'identité, avec une circoncision, alors même que ce régime veillait jusqu'à la démence à empêcher toute infiltration d'étrangers au sein du peuple sur lequel il régnait de façon totalitaire ?» Dans cette école qu'il intègre donc à la moitié de l'année 42, les murs sont pavoisés de drapeaux nazis. Bien sûr, il y a partout des bustes d'Hitler et Salomon est là qui vit au milieu de ça. On lui apprend les théories raciales du Troisième Reich. Il apprend que les Juifs ne sont pas des hommes, qu'ils doivent disparaître intégralement de la surface de la terre. Il est pétrifié quand il entend ça. Je profitais de mes récréations pour m'isoler et me calmer en vue du prochain cours, écrit-il. Et puis un jour, à la fin de l'année 42, le prof de théorie raciale expose ses connaissances et il demande à Joseph de venir sur l'estrade et de se tourner vers la classe. Il déclare « Regardez bien tous Joseph, c'est le type classique du bon Allemand.
fier de prendre les armes pour défendre sa patrie contre les ennemis de notre race. Vous imaginez le pauvre Salomon complètement pétrifié, lui, le juif circoncis, montré en modèle devant tous ces futurs cadres nazis. Il voudrait hurler sa vraie histoire, dire qui il est, pour leur expliquer, leur montrer à quel point leurs théories sont d'une imbécilité sans nom. Mais évidemment, en faisant ça, il signerait son arrêt de mort. Il s'interroge sur son avenir, bien sûr, dans ce Troisième Reich qui a l'air indestructible pour le moment. Combien de temps est-ce que ça peut durer? Combien de temps est-ce qu'il va comme ça devoir renier tout ce qu'il est, et ses parents et d'ailleurs, il se demande ce qu'ils sont devenus, ses parents. Il culpabilise, lui, de vivre au milieu de l'ennemi, ne manquant de rien, pendant que tous ses frères juifs sont de plus en plus cloîtrés dans des ghettos terribles. Et il décide de se rendre au ghetto de Grodno, en Pologne. C'est ici que sa famille vivait 4 ans plus tôt, la dernière fois qu'il les a vus. Alors, aux vacances de Noël 43, il fait la demande pour partir en Pologne. Et les responsables de l'école sont quand même un peu étonnés. Pourquoi est-ce que vous voulez aller là-bas? Bref, le directeur accepte. Il faut vous dire qu'il aime beaucoup Joseph, ce directeur. Alors, il signe ce qu'on veut bien. Et voilà comment Salomon prend le train, revient en Pologne, se rend à Grodno. Il fait un froid glacial. Il se dirige vers le ghetto dans son costume des jeunesses hitlériennes. Je le cite. Je grimpais sur un amoncellement de décombres. Soudain, devant mes yeux surgit le ghetto, je m'immobilisais. Derrière la haute palissade, des silhouettes grisâtres marchaient, courbées, elles se déplaçaient avec beaucoup de lenteur. Comment décrire les minutes que je passais là? Cette vision terrifiante obscurcit les yeux, je fus pris de vertige et ma gorge se noua, mes larmes se frayèrent un chemin sinueux jusqu'à mes lèvres. Une seule fois encore, voir et graver dans mon âme le portrait de mes parents bien-aimés. J'étais avide de revoir les traits délicats de ma noble mère, le visage intelligent de mon tendre père. Et il s'aperçoit à ce moment-là que le tramway passe dans le ghetto, ça permet de traverser le ghetto. Alors il se prend un ticket et le voilà maintenant debout au milieu de la rame pour mieux voir et il se trouve que la voie ferrée passe justement devant l'immeuble qu'il occupait avec sa famille quelques années plus tôt. Alors depuis le tramway qui passe et qui repasse en sens inverse, il essaie de retrouver ses souvenirs, il fait signe à des gens qu'il croise du regard, mais en vain évidemment. Et tout ce qu'il voit le désole, tout le monde a l'air là épuisé, les gens sont amaigris à la limite de la mort. Pour certains, il imagine ses parents dans cet état et il ne peut que se poser la question, mais quand pourra-t-il de nouveau vivre sa propre vie? Franck Ferrand sur Radio Classique. Et après ça, après avoir revu le ghetto de Grodno, il faut se retrouver là, dans cette école de la jeunesse hitlérienne, début de l'année 44. Il est complètement bouleversé maintenant, Joseph. Il a un mal fou à tenir cette double identité, cette vie complètement fausse, bien sûr. Heureusement, les nouvelles commencent à être moins bonnes pour le Troisième Reich. Et bien sûr qu'il y a eu Stalingrad et les grands soucis à l'Est, et maintenant les gros soucis à l'Ouest avec le débarquement allié en Normandie. Et du fond de son école, Salomon se dit que les choses pourraient finir un jour. Les bombardements commencent à se multiplier. Et puis, ça y est, le Troisième Reich va devoir capituler. C'est peut-être la porte de sortie. On reprend espoir. Jusqu'à ce jour de la fin de l'année 44 où on l'informe qu'il va devoir se présenter au bureau de la nationalité allemande du ministère du Travail parce que son dossier, visiblement, est bourré d'erreurs. Il y a des choses qui ne sont pas logiques là-dedans. Il y a vraiment de quoi être inquiet. Salomon se présente au ministère, on le place devant un fonctionnaire qui lui demande de lui parler de ses origines et évidemment, Salomon sort le mensonge habituel. Ça fait 3 ans que ça lui permet de survivre cette histoire et évidemment, il tend au fonctionnaire toutes les félicitations militaires qu'il a pu obtenir sur le front, les bons avis de ses professeurs, etc. Et voici ce que lui répond l'autre. Évidemment, il faut considérer cette recommandation avec tout le respect qui lui est dû, mais pour compléter officiellement votre dossier, il faudrait faire une démarche administrative et vous rendre sans tarder dans votre ville natale pour demander une copie de votre certificat d'appartenance à la nation allemande. Sinon, nous serions contraints de procéder à une arrestation préventive selon la procédure usuelle jusqu'à clarification de l'affaire. Là, ça commence à devenir terrible. Il est pétrifié, le pauvre Salomon. Il n'aura jamais ce certificat, il le sait bien, évidemment. Quand il rentre à l'école, il est complètement
complètement affolé, il n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, mais au petit déjeuner, ses camarades lui apprennent que Berlin a été bombardé. Et parmi ce qu'il apprend, c'est que le ministère du Travail a été entièrement détruit. Bon, au moins, on ne viendra pas le dénicher de sitôt. Franck Ferrand sur Radio Classique. La situation du Reich est de plus en plus critique. Toute une partie de la jeunesse doit reprendre les armes. Vous savez que Hitler fait se battre des garçons très jeunes. Salomon lui a quand même 19 ans maintenant. Et durant les mois de janvier-février 45, le voilà qui s'entraîne en forêt de Brunswick, notamment à l'usage du bazooka pour détruire des chars alliés qui pourraient se présenter à l'ouest de Berlin. Il tremble. D'un côté, tous ses camarades sont là. Il les aime bien quelque part. Et puis en même temps, il y a surtout ces troupes alliées qui foncent vers lui et qui sont les troupes libératrices qu'il attend avec tellement de ferveur. Il écrit « Il était clair que malgré mon aveuglement, je ne lancerai pas un seul obus sur un char ennemi. Je n'oubliais pas qu'ils n'étaient absolument pas mes ennemis. Des profondeurs de mon âme remontaient les forces d'espoir si longtemps endormies. Elles étaient encore pâles, mais elles commençaient déjà à dissiper le brouillard des années. Ce même brouillard qui, avec une fidélité sacrée, avait enveloppé et protégé ma véritable origine. » Le 21 avril 1945, 21 avril 45, c'est le jour des 20 ans de Salomon. Vous imaginez ça? En pleine nuit, il n'y a pas de résistance du tout. Les troupes américaines arrêtent toute la garnison dans laquelle ils se trouvaient. On confisque les armes, on ordonne à tous ces gamins d'arracher les emblèmes nazis qu'ils ont sur leur uniforme. Et Salomon, évidemment, est très heureux d'arracher tous ces emblèmes. Et le lendemain matin, les troupes américaines décident de libérer les soldats. Oui, qu'est-ce que vous voulez, ils sont jeunes, ils sont totalement inexpérimentés, on les renvoie dans la nature. Salomon trouve un vélo, il fonce vers sa véritable ville d'origine, et quand il arrive, il croise un homme très amaigri dans une blouse rayée, il s'approche. Il reconnaît l'étoile de David, et cet homme va expliquer à Salomon ce qu'il se passe. Il va lui parler des camps de la mort. Et là, il est complètement éberlué de ce qu'il apprend. Vous imaginez sa culpabilité, lui qui niait pendant tout ce temps-là ses origines, qui mangeait à la table des jeunesses hitlériennes, pendant qu'on exterminait les siens dans les camps. L'inconnu rassure Salomon et lui dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte, il fallait de toute façon qu'il survive et que maintenant il va pouvoir se battre en livrant les bourreaux qui sont responsables de toute cette horreur. Et c'est exactement ce qu'il fera, évidemment, Salomon. Il servira de traducteur auprès des soldats chargés d'arrêter les SS. Quelques mois plus tard, Salomon apprendra que son père est mort de faim dans le ghetto dans lequel il s'était rendu et où il avait essayé de retrouver ses souvenirs, rappelez-vous. Sa mère, quant à elle, est morte dans un camion à gaz en 1944 et sa sœur a été abattue lors des marches de la mort. Salomon n'a plus que ses 2 frères. Il les retrouvera plus tard, ses 2 frères, et tout le monde vit aujourd'hui encore en Israël. Salomon vit sous le surnom de Sali, et il a donc écrit ce livre, Europa, pour partager cette histoire extraordinaire. Vous écoutez Radio Classique.